Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputé Marie-Pierre Védrenne sera l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer les relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons de la BCE, la Banque centrale européenne. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur le droit de la réparation pour les produits électroménagers. Les expressions populaires « coûter cher », les Français disent « ça coûte un bras », que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans votre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Depuis 2011, la Transplanisphère coopère avec des équipes artistiques européennes et internationales afin de mener de nombreux projets artistiques et culturels. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Bruno Fressinet, directeur artistique de la Transplanisphère. Bonjour. Bonjour. Alors, à travers les arts de la scène, la Transplanisphère mène de nombreux projets européens autour de plusieurs thématiques. Quelles sont ces thématiques ? Alors, on a un peu deux grands thèmes. On a un thème plutôt qui vient de l'économie, qui est parti de la crise financière de 2008 et qui, depuis, développe tous les enjeux liés à l'économie. Et puis, un autre thème plutôt sur l'identité, sur la relation à l'autre, à l'étranger, et sur l'identité européenne également, qui est en construction. Donc, on travaille vraiment sur ces deux sujets-là principalement. Et pourquoi est-ce qu'ils vous tiennent autant à cœur ? Parce que pour moi, c'est vraiment deux angles de la société, en fait. Enfin, vraiment l'angle social, culturel, identitaire, et puis l'angle économique qui est tellement important. Et puis bon, c'est aussi un passé familial où il y a des économistes dans la famille. Mais vraiment, c'est deux façons d'aborder la société. L'économie, c'est plus technique, c'est plus âpre, alors que l'identité et la culture, c'est plus doux. Mais finalement, avec ces deux composantes, pour moi, on est vraiment dans l'observation du monde dans lequel on vit. Et ça m'intéresse de mettre ça en jeu sur scène par des projets artistiques. Alors la Transplanisphère est soutenue par l'Europe et par Erasmus+, dans ses différents projets. Oui. Le théâtre questionne la société à l'échelle européenne sur les différentes thématiques qui l'animent. Oui. Mais pourquoi le théâtre ? Alors là, c'est tout simplement parce que c'est de là d'où je viens, en fait. C'est ma formation. J'ai débuté comme acteur et puis très vite je suis passé à l'écriture et à la mise en scène, et après un temps où j'ai travaillé de façon assez classique, j'ai eu envie vraiment d'aborder la question de la société contemporaine et internationale, parce que ça m'intéresse, le monde m'intéresse, mais je crois que voilà, beaucoup de gens sont intéressés par le monde m'intéresse beaucoup, et pouvoir se passer par la création artistique et les moyens du théâtre qui sont tellement concrètement dans le débat, dans le dialogue et dans le commun, comment on fait quelque chose ensemble par la création artistique, ça m'a semblé une façon d'associer à la fois mon plaisir artistique et mon envie de citoyen. Et on en revient un peu comme le théâtre, comme miroir de la société. Absolument. Ça marche absolument. Ça marche depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et on voit que voilà, Shakespeare, en son temps, questionnait son époque, les rois, il faisait des Game of Thrones avec les histoires d'Angleterre. Molière questionnait les bourgeois, le pouvoir, les relations de son époque avec le théâtre. C'est un réflexe très naturel, et c'est ça que je trouve passionnant. Alors vous organisez plusieurs projets, dont l'European Integrity Games, Oui. qui signifie les Jeux européens de l'intégrité. Oui. Quel est l'objectif du projet ? Alors là, c'est un drôle de projet parmi les différents projets de la compagnie, parce que c'est la première fois qu'on s'échappe un peu du théâtre, je dirais, de l'expression théâtrale classique. L'objectif de ce projet, c'est de questionner les enjeux de la corruption et de la fraude. Mais comme c'est des mots un peu corrosifs, on va prendre le pendant qui est l'intégrité, qui est l'aspect positif. Comment essayer de vivre et d'évoluer dans un monde plus intègre, et comment essayer de comprendre les mécanismes qui l'empêchent. Voilà. Et le théâtre, c'est une façon de jouer avec ça. Comme y a les documentaristes, par exemple, qui vont faire des sujets sur la corruption et la fraude au travers de grandes soirées à la télévision, par exemple. Nous, on va aborder ces sujets-là, mais comme le fait le théâtre depuis toujours, la corruption de l'être humain, la fraude, tout ça, c'est des thématiques qui sont dans les histoires de toutes les pièces théâtrales. On va le faire, nous, cette fois-ci, simplement en passant par un autre chemin. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un projet un peu singulier. On va le faire par le jeu.
voilà, dans le théâtre, il y a le jeu, il y a la dimension du jeu de rôle, on interprète des rôles. Et là, on propose en fait de questionner un sujet aussi complexe que la corruption ou la fraude qui est parfois très technique et difficile à aborder. On va l'aborder par le jeu de rôle. Et en fait, on a monté un partenariat européen avec 6 pays qui eux-mêmes vivent la corruption et la fraude de façon très diverse, entre l'Italie, l'Allemagne, le Portugal. On n'a pas les mêmes approches de ces sujets-là, mais on a quand même pas mal de choses en commun aussi. Et on va l'aborder par le jeu. Alors, je pense que ce genre de jeu, vous les connaissez, vous l'avez peut-être déjà fait, c'est un escape game. Oui. En fait, voilà, on va plonger une équipe de joueurs dans une situation avec un maître du jeu, une sorte de metteur en scène, qui va leur proposer de jouer une petite pièce ensemble pour comprendre un sujet de façon, ce qu'on appelle les serious games, enfin un jeu sérieux, voilà, pour à la fois s'amuser mais aussi comprendre un sujet compliqué au travers d'un jeu d'escape game. Et donc les joueurs vont se mettre dans ce jeu-là, vont jouer des rôles et au travers de ça vont apprendre un mécanisme de corruption, par exemple sur les monnaies cryptées, ou bien un mécanisme sur la fraude dans le domaine alimentaire ou dans la politique. On va revenir justement sur ces sujets-là. Dans quelques instants. 3 enjeux ressortent de ce projet, vous le dites, hein, l'intégrité, la corruption et la fraude. Oui. Pourquoi avoir choisi ces 3 enjeux ? Au départ, souvent, je pars de sujets que je ne comprends pas bien. Voilà. Parce que c'est ça qui est aussi passionnant, on va passer des années sur ces sujets-là et en travaillant dessus, on va se les approprier. Pour moi, la corruption et la fraude face à l'intégrité, c'est vraiment un endroit de choix social. Comment on fait dans la vie ? Est-ce qu'on décide de tricher ou est-ce qu'on décide de respecter un certain nombre de règles ? Et tous, en tant que citoyens, on est tout le temps en train de jongler avec ça. Et c'est quelque chose qui est très vivant. C'est quelque chose qui... c'est un jeu avec la vie, un jeu avec la société. Donc, c'est très général quand on dit fraude, corruption, mais quand on met directement, la corruption, par exemple, dans le domaine des élections, on voit bien que y a en ce moment, l'Europe, elle est secouée par des pays qui sont dans des enjeux électoraux très forts et avec parfois des pays aux frontières de l'Europe qui ont connu des situations de fraude très fortes. Donc ça, c'est un sujet, mais il y a aussi la corruption dans le domaine financier qui fait que ça altère notre vision du monde parce qu'en fait, on finit par se dire, alors à quoi bon travailler, à quoi bon faire autant d'efforts si d'autres gens y arrivent en trichant ? Et ça peut nous faire perdre confiance dans le projet commun de l'Europe notamment. Donc c'est pour ça que j'ai envie de questionner avec l'équipe de la Transplanisphère, de questionner ces sujets-là en partenariat avec d'autres Européens pour essayer de mieux les comprendre et puis de les tourner vers quelque chose qui est notre métier, c'est raconter des histoires, expérimenter des émotions pour sortir de façon plus positive de ces sujets qu'en les subissant simplement en voyant l'actualité ou en lisant le journal ou en lisant des bouquins qui nous parlent de ça et qui pourraient nous donner une vision du monde assez pessimiste. Et vous avez choisi justement 3 thèmes qui ont été mis en place autour de l'intégrité. L'intégrité à l'ère du numérique, la gouvernance et l'intégrité, et enfin l'intégrité dans la santé et l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les problématiques abordées autour de ces 3 thèmes ? On va commencer par l'intégrité à l'ère du numérique. Oui, alors bon, parce que c'est énorme, hein, c'est des sujets qui sont énormes, on pourrait en parler pendant des heures. Alors. Mais je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on a des monnaies numériques qu'on appelle les bitcoins. Voilà. On en entend parler depuis quelques années, il y a même eu des spéculations dessus, incroyables, etc. Et on découvre qu'avec ces monnaies numériques, il est possible de blanchir de l'argent. Avant, il fallait faire circuler des valises de cash pour blanchir de l'argent et le faire circuler dans le monde. Aujourd'hui, avec ces monnaies numériques comme les bitcoins, on peut faire vraiment à peu près ce qu'on veut dans le monde. Et ça a créé des distorsions terribles. Donc, notamment, la mafia s'est servie de ça à un moment donné. Donc, il y a eu des régulations. Ça a changé, en fait, ces dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne comprenais avant rien du tout à ce sujet-là. En me plongeant dans cette expérience de European Integrity Games, j'ai essayé, avec l'équipe et avec les partenaires, de mieux comprendre comment ça marchait et d'en faire un jeu qui permette à tout un chacun de le comprendre à son tour. Encore une fois, pour éviter de se faire un monde de ces choses-là en disant « Oh, c'est trop compliqué, il y a des 0 et des 1 partout, on peut rien dire de ça. » Non, en fait, tout ça, c'est des figures ludiques, des figures presque théâtrales, c'est des personnages, des actions qu'on peut transposer sous forme de jeu. Et pour revenir un petit peu, la gouvernance et l'intégrité en quelques mots ? Alors là, on est plutôt vraiment sur la question de comment dans nos démocraties, comment on prend des décisions et comment on peut le faire de façon transparente et démocratique ou comment plein de gens, depuis qu'existe la démocratie, essayent de passer par derrière, de passer
par des arrangements, par des fraudes ou par des corruptions pour contourner la décision démocratique. Et enfin, l'intégrité dans la santé et l'alimentation. Alors voilà, ça c'est encore un énorme sujet, mais vous savez qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, par exemple? On mange des choses dont on ne sait plus très bien ce qu'il y a dedans. Et on voit que c'est assez terrible de dire que voilà, qu'on fait rentrer dans notre corps comme ça des choses qui peuvent être corrompues, qui peuvent être frauduleuses, parce que ça peut avoir un impact énorme sur la santé. Oui. Donc voilà, ça c'est un autre sujet qu'on va explorer, c'est notamment les partenaires portugais qui sont sur ce sujet-là. Comment questionner ça et comment le rendre accessible, parce que des fois c'est tellement compliqué, encore une fois, que si on ne trouve pas un angle de vulgarisation ludique, on n'a finalement pas envie de se poser des questions et on préfère prendre les trucs dans les rayons et les manger en se disant tant pis, je m'empoisonne, je sais pas ce qu'il y a. Voilà, donc nous on essaie de mettre ça de façon ludique. Encore une fois, des projets qui touchent de toute façon la société actuelle. Merci Bruno Fraissinet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes metteur en scène et concepteur de projets de coopération européen à la Transplanisphère. On peut retrouver plus d'informations sur votre page Facebook ou sur votre site latransplanisphère.com. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse à la Banque Centrale Européenne, la BCE, avec la Maison de l'Europe et le Centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi ? Olivier Genox, vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. C'est quoi la BCE ? La BCE, pour Banque Centrale Européenne, est une institution de l'Union Européenne qui a été créée en 1998 et qui est située actuellement à Francfort et qui a pour vocation de piloter économiquement l'euro. Donc la monnaie commune a différents états. Notamment dans ce pilotage économique, la Banque centrale va avoir une grande mission, c'est d'assurer la stabilité des prix. Donc de faire en sorte d'avoir une inflation générale qui est à peu près de 2% chaque année. Afin de remplir ces missions, la BCE, elle est constituée notamment en fait d'un directoire. Dans ce directoire, en fait, on va retrouver l'ensemble des gouverneurs des différentes banques centrales des différents États membres. Et ce directoire est présidé actuellement par Christine Lagarde, qui va avoir notamment en fait pour objectif de mettre en discussion et de faire adopter différentes motions et différentes évolutions de la politique de la BCE auprès de ce directoire. Élément qui est très important, c'est que la BCE peut agir seule, notamment par exemple quand elle fixe les taux d'intérêt, mais la BCE va aussi agir en fait en parallèle et de concert avec les différentes banques centrales via deux mécanismes. Le premier mécanisme qui est l'eurosystème, le second mécanisme qui est le système européen des banques centrales. L'eurosystème, c'est la réunion des banques centrales qui ont l'euro comme monnaie commune. Le système européen des banques centrales, c'est donc la réunion de l'ensemble des banques centrales des États membres de l'Union européenne et la BCE en fait va notamment en fait transmettre, ou du moins quand elle définit ses politiques, va consulter les différentes banques centrales afin de voir quel impact pourrait avoir un changement sur le taux directeur ou sur la valeur de l'euro, quel impact pourrait avoir ce changement sur les économies de ces pays. Et enfin, un dernier élément qui est très important à noter, on le disait tout au début, à la base, la BCE avait un grand objectif qui était la stabilité des prix, mais on se rend compte que face à la situation actuelle, notamment dans le cadre de la crise économique, la BCE a été amenée un peu à voir ses missions un peu évoluer et notamment par exemple à faire de la relance économique et à aider par exemple sur la reprise du travail. Zone Europe, l'invité politique. Le 20 janvier prochain, Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Qu'est-ce que cela va changer pour les relations entre les États-Unis et l'Union européenne au niveau commercial? Je reçois aujourd'hui Marie-Pierre Védrenne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes eurodéputée, membre du groupe Renew Europe. Vous êtes aussi vice-présidente de la commission du commerce international. Alors Donald Trump, on le sait, c'était la politique du America First et les relations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne se sont dégradées sous son mandat. Il a par exemple imposé des droits de douane sur l'acier et aussi sur l'aluminium qui venait d'Europe. Est-ce que Donald Trump a-t-il été le président du protectionnisme? Est-ce qu'il a eu raison? On peut effectivement considérer, on peut dire que Donald Trump a été le président du protectionnisme. Il a été surtout aussi le président qui a refusé d'être à la table des négociations, celui qui a remis en question le système multilatéral.
moi, je ne pense pas que ça soit la solution. Je pense qu'au contraire, le protectionnisme ne fait de bien à personne. Pour autant, il faut être en capacité de défendre ses intérêts. Et c'est là où je pense, et c'est ce que j'essaye de faire dans cette commission commerce international, que l'Europe soit en capacité de mieux défendre ses intérêts. Elle doit avoir un arsenal juridique plus fort pour pouvoir justement faire en sorte que des pays tels que les États-Unis respectent les règles. Parce que quand vous évoquez le fait que Donald Trump mette des droits de douane supplémentaires sur l'acier, sur l'aluminium, ou qu'on ait des conflits aussi et des tensions commerciales, parfois il est dans son droit, mais certaines fois il n'est pas dans son droit. Il s'octroie des droits supplémentaires. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'Union européenne dise à nos partenaires, non, maintenant vous devez respecter des règles. Et des règles qu'on doit fixer ensemble. Donc on espère que Joe Biden va revenir à la table des négociations. Il y a des premiers pas, il y a des premières bonnes nouvelles, mais pour autant l'Union européenne ne doit pas être naïve sur le contexte. Est-ce que l'élection de Joe Biden satisfait les intérêts de l'Union européenne ? L'élection de Joe Biden, elle est une bonne chose parce qu'effectivement, le résident de la Maison-Blanche ne sera plus Donald Trump. Pour autant, c'est exactement ce que je viens de dire, l'Union européenne, elle ne doit pas être naïve. Moi, je pense que si sur un terrain où les relations avec les Américains seront toujours difficiles, c'est sur le terrain commercial. On a des bonnes nouvelles avec le fait que l'administration Biden veut re-rentrer dans l'accord de Paris. Donc ça, c'est extrêmement positif parce que l'Union européenne souhaite être leader en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Mais sur le terrain commercial, on avait des contentieux qui datait aussi de l'administration Obama. Donc il faut pouvoir agir et développer notre autonomie stratégique européenne. Alors les parlementaires européens, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris ? Est-ce qu'ils sont confiants dans les futures relations qu'ils pourront avoir avec les États-Unis ? Alors, on est satisfait dans le sens où on retrouve des responsables politiques qui ont envie de défendre le système multilatéral à nos côtés. Ça, c'est extrêmement positif. Qui partagent des convictions communes, notamment sur la lutte contre le réchauffement climatique. Par contre, le président Biden va être aussi focalisé sur son propre agenda américain et sur un agenda intérieur aussi du fait de la politique menée par Donald Trump, du fait du choc du Covid. Donc nous, et moi c'est ce que je dis à mes collègues à la fois dans la Commission commerce internationale et plus globalement au Parlement européen, nous avons notre propre agenda. Et notre agenda ne doit pas être toujours aligné sur l'agenda américain. On doit agir pour nous, non pas contre les États-Unis, mais pour nous. Donc bonne nouvelle, mais continuons d'avancer tous ensemble et renforçons notre unité européenne. En novembre dernier, le Parlement européen a accepté de supprimer les droits de douane sur les homards américains, alors vivants ou congelés, en échange de l'abaissement des droits sur différentes exportations vers les États-Unis. Ça paraît un peu surréaliste. En quoi ce geste commercial sur les homards, il a permis de réchauffer les relations avec nos Américains ? Effectivement, nous avons conclu ce mini-deal dit homard parce qu'il porte principalement sur les homards. Il faut voir pourquoi justement le Parlement européen a ratifié ce mini-deal. On l'a ratifié parce que justement il s'agit de limiter les tensions commerciales. Il s'agit de construire une nouvelle relation qui soit basée sur la confiance et qui nous permette justement d'éviter l'escalade commerciale. Pour autant, ce n'est pas un blanc-seing donné à l'administration, c'est dire « ok ». On a des contentieux sur l'extraterritorialité, sur le conflit Airbus-Boeing, mais on veut pas repartir sur des bonnes bases. Alors qu'on a ces conflits qui nous opposent, notamment à l'OMC et Airbus-Boeing, trouvons des solutions sur des sujets sur lesquels on peut se retrouver. Donc nous, on a fait un pas en supprimant des droits de douane sur les homards. Par contre, les États-Unis font d'autres pas pour supprimer des droits de douane, notamment par exemple sur le verre, produit notamment en France. Donc l'Union européenne s'y retrouve aussi. Exactement. À travers ce mini-deal, il y a justement la construction d'un deal gagnant-gagnant. Et c'est ça l'enjeu aussi des accords commerciaux, c'est que ça doit être des deals gagnant-gagnant et pas perdant-gagnant et avec des tensions qui augmentent. Et moi, je vois aussi si, avec ma délégation Renaissance, nous avons validé ce mini-deal, si nous avons voté en faveur, c'est parce que derrière, nous avons les États-Unis qui se sont engagés à revenir dans l'accord de Paris. Parce que pour nous, il est clair qu'un deal, aussi limité soit-il, ne doit pas être fait avec un État qui est en dehors des accords de Paris. C'est la condition sine qua non, la condition première pour ratifier un accord commercial. Après, on échangera avec la nouvelle administration sur quelles relations on veut. On est conscient aussi que nous, en tout cas c'est ce qu'on défend, on ne veut pas les renégociations comme c'était le cas avant avec le TTIP, ou connu sous l'acronyme TAFTA. Il y a des points de divergence, il y a des points de convergence.
mais on échange énormément avec les États-Unis, donc il faut construire cette relation de confiance et une relation qui nous permette aussi à nos entreprises, à nos agriculteurs des deux côtés de l'Atlantique de trouver des bonnes solutions. Alors, en matière d'échanges commerciaux entre l'Europe et les États-Unis, il y a les exportations de voitures, les produits de luxe, le vin, le fromage principalement, c'est ce qu'on pense à première vue, mais j'imagine qu'il y a également d'autres enjeux un peu plus méconnus. Il y a énormément de sujets en fait, on échange énormément de produits avec les États-Unis, c'est l'équivalent de 1000 milliards d'euros par jour. Donc ça démontre bien justement l'ampleur de nos échanges. Et il faut bien voir aussi qu'on est dans un, et le choc du Covid nous l'a bien démontré, on est dans des chaînes de valeur qui sont complètement intégrées, on est quand même très interdépendants des uns des autres. Donc il faut qu'on puisse commercer ensemble. Tout l'enjeu justement, c'est de faire en sorte de réguler ce commerce. On évoquait ces climat de tension, il faut qu'on ait un commerce qui soit basé sur des règles et des règles respectées par tous. Et ce qu'on doit faire, c'est faire en sorte que les États-Unis reviennent à la table des négociations et respectent les règles. Alors vous l'avez dit, les chiffres sont importants du commerce entre l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, l'Europe ne peut pas se passer de ce commerce. L'Europe ne peut pas se passer des États-Unis, la France non plus. Quand on regarde et quand on étudie nos balances commerciales, la balance commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis est très favorable à l'Union européenne. Sur les 27 États membres de l'Union européenne, il y a 22 États qui ont une balance commerciale positive avec les États-Unis. Donc on voit qu'on tire profit, l'Union européenne, de ces échanges. Après, le commerce international, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Effectivement, il y a des secteurs qui sont plus gagnants que d'autres. Vous avez évoqué le luxe, c'est notamment le cas. Il faut aussi qu'on travaille, parce qu'il n'y a pas que l'échange des produits, il y a par exemple l'investissement des accords étrangers. Les États-Unis investissent beaucoup sur le territoire européen, les Européens sur le territoire américain. Donc il faut qu'on avance aussi dans le cadre de nos obligations et de nos ambitions, notamment faire en sorte que nos échanges soient beaucoup plus verts, qu'on investisse dans une industrie qui soit beaucoup plus durable, dans des chaînes de valeur plus résilientes. Et c'est tout ce travail qu'on doit mener avec l'administration Biden. Alors, un autre point sur lequel vous appelez à la vigilance, c'est l'extraterritorialité. Un mot un peu obscur et barbare à la fois. Vous en avez donné la définition sur votre compte Twitter. Je vais lire ce que vous nous avez dit. C'est l'application du droit national d'un État en dehors de son territoire et réciproquement. C'est donc laisser s'exercer l'autorité d'un État étranger sur une partie de son territoire. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu ? En fait, donc l'extraterritorialité, c'est un principe effectivement juridique qui fait que quand vous prenez une norme pour votre territoire, elle peut s'appliquer en dehors de votre propre territoire. Elle a des effets, elle a des impacts sur d'autres citoyens, sur d'autres entreprises. Si je prends l'exemple du règlement général sur la protection des données qui a été adopté par l'Union européenne, il a un caractère extraterritorial, c'est-à-dire que maintenant le RGPD, il est employé par Facebook, il est employé au Japon, donc il sort du territoire européen. C'est positif. La difficulté qu'on a avec les États-Unis, c'est qu'ils contournent les bienfaits de l'extraterritorialité. Ils ont par exemple pris des lois pour lutter contre le terrorisme, contre la corruption. Donc c'est très positif et on ne peut que partager cette ambition. Le problème, c'est que dans cette bataille qu'il faut mener avec les États-Unis, c'est la question du libre choix et c'est la question de la souveraineté. Au travers de ces lois, ils nous empêchent de commercer, d'échanger, par exemple avec Cuba, par exemple avec l'Iran. Ils ont imposé énormément de sanctions aussi à BNP Paribas, à Airbus, à Alstom. Donc on voit bien que l'enjeu, c'est à la fois la liberté, c'est à la fois la souveraineté et c'est à la conformité. Parce qu'il ne faut pas oublier de dire que nos entreprises, quand elles sont sanctionnées, elles n'ont aucun comportement illicite et incompatible avec le droit international. Donc ça apparaît un petit peu invraisemblable que les États-Unis nous imposent des sanctions alors qu'on est en conformité avec le droit international. Alors on va profiter d'être avec vous pour une petite piqûre de rappel sur les différents traités, les nombreux accords commerciaux. Le TAFTA, traité de libre-échange transatlantique, puis il y a aussi eu le GEFA avec le Japon, le CETA avec le Canada. Quel est l'intérêt de réaliser ces accords commerciaux ? Alors peut-être juste une précision avant, le TAFTA, il n'est pas du tout entré en vigueur. Le TAFTA, c'était énormément de débats, c'était justement des échanges et des négociations entre l'Union européenne et les États-Unis. Et une fois que Donald Trump est arrivé, on a mis un terme à cet accord et à ces négociations, ce qui est
positif, parce qu'il y avait énormément de points en question. Le CETA, le GEFTA, donc c'est des accords ce qu'on appelle de libre-échange, pour faire en sorte de limiter les barrières, que ce soit des barrières tarifaires, que ce soit des barrières non tarifaires, limiter les entraves. C'est important parce que, comme je vous le disais, on est quand même dans un monde extrêmement interconnecté, on est dans un monde globalisé et la force de l'Union européenne, c'est son marché intérieur. Par contre, tout l'enjeu, c'est de passer d'accords de libre-échange à de véritables accords de régulation. On a dans ces nouveaux accords un chapitre dit développement durable qui touche les questions, bien sûr, du développement durable, mais aussi les normes sociales, par exemple les ratifications de conventions à l'OIT. Et il ne faut pas qu'il y ait de concurrence déloyale. Et c'est ça tout l'enjeu, et actuellement quand même une faiblesse dans nos accords de libre-échange, c'est qu'on fait face à une concurrence déloyale sur le plan social, sur le plan fiscal et sur le plan environnemental. L'accord de Paris, par exemple, devient une clause essentielle de ces accords commerciaux. Et si on prend l'exemple du Mercosur, donc l'accord entre l'Union européenne et ces pays du Mercosur, le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, on voit bien que cet accord, en fait, n'est pas en adéquation déjà avec le pacte vert et contribue à augmenter la déforestation et à ne pas préserver la biodiversité. Donc il faut que les engagements pris dans ces accords soient réellement respectés par les deux partenaires. Et c'est tout le travail qu'on doit mener. Et ça doit passer par en fait un mécanisme de sanction. Alors, sur l'aspect pratique de ces accords, quelles sont les étapes de négociation? Qui est-ce qui négocie? Est-ce que c'est les parlementaires, votre commission? Est-ce que c'est la Commission européenne? Est-ce que c'est les États? Et ensuite, comment se passe la ratification une fois que l'accord a été signé? Effectivement, vous avez raison de souligner le fait qu'il y a plusieurs étapes. Il y a bien évidemment cette première étape de négociation qui est menée en fait par la Commission européenne. Pourquoi menée par la Commission européenne? Parce que c'est une compétence dite exclusive. Donc on a eu un transfert et c'est la Commission européenne qui négocie sur mandat des États membres. Donc il y a un mandat qui est déposé à la majorité qualifiée et il y a un contrôle parlementaire qui est exercé donc, par les membres de la Commission Commerce International. Donc on a des échanges très réguliers avec la Commission européenne pour faire un point sur les négociations et pour rappeler quelles sont nos lignes rouges, à la fois au Parlement européen et à la fois au Conseil. Une fois que cette phase de négociation est finie, donc on arrive à une conclusion et il y a ensuite le processus de ratification qui se passe au Parlement européen. Et quand nous avons des accords dits mixtes, c'est-à-dire sur les doubles compétences, ils sont à la fois aux États membres et à la fois un contrôle au Parlement européen. C'est pour ça que le CETA est rentré en vigueur sur la partie échange de marchandises, mais pas sur la partie investissement, parce que les assemblées nationales ne se sont pas encore prononcées sur cette partie. Donc tout l'enjeu, moi c'est ce que je dis justement à la Commission européenne, là aussi je reprends l'exemple du Mercosur, il y a eu 20 ans de négociations. Sans changement de mandat. En 20 ans, le monde a changé. Donc le mandat doit pouvoir évoluer. Et c'est là où le Parlement européen doit jouer un rôle complémentaire et on doit pousser la Commission européenne pour avoir une réévaluation du mandat de manière beaucoup plus régulière. Alors avant de se quitter, Marie-Pierre Védrenne, on va passer au Money Time, une petite série de questions rapides. Alors première question, quel est votre plat européen préféré? Il y en a pas forcément. Je vais dire la pizza simplement et puis les crêpes bretonnes bien évidemment. Quelle est votre capitale préférée en Europe? Berlin. Quel regard portez-vous sur le couple franco-allemand justement? C'est un couple important, nécessaire mais qui n'est pas suffisant. Quelle est la première chose que vous faites en arrivant au Parlement européen? Je pose mes baskets pour mettre des talons. Et enfin, lors de vos nombreuses rencontres ou débats, quel message est-ce que vous aimez faire passer sur l'Europe? Je dirais que l'Europe est une partie de la solution. C'est ce que j'expliquais à chaque fois, que l'Europe n'est pas responsable de tous les maux et de toutes les crises, qu'elle est un levier important et qu'il faut s'engager parce que l'Europe n'est aussi pas parfaite et qu'avec un engagement, ça permet de la faire évoluer dans le sens d'une Europe qui soit plus juste, qui soit plus sociale, qui soit plus unie et qui permette justement de jouer à armes égales avec d'autres États continents qui sont des puissances sur la scène internationale. Merci Marie-Pierre Védrenne d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre du groupe Renew Europe et que vous êtes vice-présidente de la Commission du commerce international. Que fait l'Europe dans notre quotidien? Le droit à la réparation pour les produits électroménagers. Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Vous n'aurez bientôt plus besoin de changer de téléviseur, de lave-vaisselle ou de lave-linge à la moindre panne. Il vous suffira de le réparer. La Commission européenne a adopté le 1er octobre 2019 de nouvelles normes d'éco-conception pour l'électroménager, les équipements électriques et électroniques. De nouvelles normes de réparabilité et de recyclabilité applicables à partir de 2021. Ainsi, les fabricants devront mettre à disposition plus longtemps
les pièces détachées de leurs appareils. Ils devront fournir des pièces de rechange pendant 7 ans pour les réfrigérateurs et 10 ans pour les lave-linges et les lave-vaisselle. Ces pièces détachées devront être fournies dans un délai de 15 jours ouvrables et pouvoir être remplacées avec des outils courants sans endommager le matériel. Autre nouveauté, les étiquettes d'efficacité énergétique seront visibles à partir du 1er mars 2021. Les téléviseurs, réfrigérateurs et lave-linges sont notamment concernés. Des étiquettes échelonnées de A à G pour la consommation d'électricité et sur lesquelles figureront d'autres informations. La quantité d'eau utilisée pour un cycle de lavage, le bruit émis, etc. D'ici 2030, ces nouvelles mesures devraient permettre de réaliser chaque année 167 TWh d'économie d'énergie, soit l'équivalent de la consommation énergétique annuelle du Danemark. Les ménages européens feront aussi des économies, 150 € en moyenne par an. Les expressions populaires « coûter cher », les Français disent que ça coûte un bras. Pour les Suédois, ça coûte la chemise. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit ein Vermögen kosten, ce qui signifie coûter une fortune. Au Royaume-Uni, on dit to cost an arm and a leg, ce qui signifie coûter un bras et une jambe. Les Roumains disent coûter les yeux de la tête. En Espagne, on dit cortar un ojo de la cara, coûter un œil de la tête. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Bonne soirée à vous. Zone Europe sur Sensation.